Comment réussir sa vie en Afrique sans se lancer dans l'immigration clandestine? Des jeunes de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, nous instruisent ce soir. Enfin, 8 décembre 1941, les États-Unis approuvent la reconnaissance de l'état de guerre avec le Japon après l'attaque de Pearl Harbor. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout quitter et partir à l'aventure à l'étranger, ce projet n'intéresse pas tous les jeunes africains. À San Pedro, dans la région sud-ouest de la Côte d'Ivoire, par exemple, certains ont décidé de suivre une formation et apprendre un métier pour subvenir à leurs besoins. Notre reporter Sam Conan les a rencontrés. Moumouni Belem, jeune mécanicien, doit sa réussite à son épouse, celle-là même qui l'a dissuadé d'emprunter le chemin de la Libye il y a quelques années. En 2013, ils étaient 3 amis qui voulaient partir en aventure. Franchement, c'est moi qui l'ai retenu, je l'ai maintenu parce que j'étais en fin de formation. Je devais travailler pour m'occuper des enfants. C'est suite à cela qu'il n'a pas pu partir, mais les 2 autres sont partis en tout cas. Lui, il est resté. Aujourd'hui, son époux ne regrette pas. Il a fondé une famille et le voici à bord de sa voiture. Il travaille dans un garage. Il y a beaucoup d'hommes qui partaient. Moi, je pensais que c'est là-bas seulement on pouvait tout avoir. Mais bon, j'ai réfléchi, j'ai tout de suite compris qu'ici, on peut avoir aussi à manger, on peut bien se débrouiller ici. Batois Élisée n'a pas hésité à se former. Aujourd'hui, elle travaille également et n'a pas envie d'aller à l'aventure. Je peux dire que la formation technique a un avenir meilleur. Parce que moi-même, j'ai suivi une formation et aujourd'hui, je suis là, je suis en fonction et ça va un peu mieux chez moi. Plusieurs jeunes ont opté pour la formation professionnelle à San Pedro. Les formateurs se disent heureux de contribuer à l'insertion de ces jeunes qui auraient pu prendre la route de l'aventure. À défaut d'être employés par des structures, il y a également l'auto-insertion que nous essayons d'inculper à nos élèves. L'auto-insertion, c'est-à-dire se mettre ensemble et monter des projets qui peuvent être financés par des structures. À San Pedro, l'État fait de la formation des jeunes une priorité. Un lycée et un centre de formation professionnelle y existent déjà. Pour faire la promotion de la formation des jeunes, pour leur permettre de connaître ce qui se fait dans les établissements, il est organisé à San Pedro, au centre de formation professionnelle, les journées promotionnelles. C'est une opportunité qui est donnée à tous nos jeunes, scolarisés comme déscolarisés, de venir s'informer et de choisir les différents types de formations. Ces élèves en formation savent qu'ils ont choisi le bon chemin. Je ne suis pas en Libye parce que j'ai décidé de suivre une formation professionnelle pour avoir un diplôme qualifiant, pour pouvoir m'insérer dans la vie sociale. En tout cas, à San Pedro, les jeunes ont compris que l'Eldorado, c'est chez soi et que la soif de l'aventure peut conduire à une mort certaine. Un tout autre sujet à présent, 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Les acteurs de la lutte, notamment les agences des Nations Unies, le gouvernement ivoirien, la société civile et autres organisations non gouvernementales ont présenté récemment leur stratégie. C'était à Boaké, dans la région de Boaké. Alors quels sont les défis? Y a-t-il des progrès? On fait le point avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. En dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation, les violences faites aux femmes et aux filles continuent. Mariage précoce et forcé, viol. Pour mettre fin à ces pratiques humiliantes pour la femme, chaque année, pendant 16 jours, la communauté internationale et nationale se mobilise contre ces fléaux. À Boaké, la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme, a attiré l'attention individuelle et collective sur la question. Dans nos statistiques, la région du Boaké vient en tête en matière de violence à l'égard des femmes. Et donc, il était bon que nous venions ici pour sensibiliser d'abord les femmes, pour leur dire que la Commission nationale des droits de l'homme est à leur côté. Quand elles sont victimes de violences, elles peuvent s'adresser à nous. Il s'agit pendant ces 16 jours de sensibiliser sur la nécessité de mettre fin à l'impunité, de prévenir et de protéger les femmes et les filles contre tous ces abus. Constante Yahi, militante de la promotion des droits de la femme,
a demandé l'implication de tous pour la fin de ces pratiques qui n'honorent pas la femme. C'est ensemble que nous pouvons bouter dehors les violences faites aux femmes, les hommes, les femmes, la famille, la société. Tant que la lutte contre la violence à l'égard des femmes sera l'affaire des associations de femmes, nous n'y arriverons pas. Il faut que les politiques, les familles, tous ensemble, que nous y mettions. Mettons fin au mariage des filles pour un avenir meilleur. Par ce thème, la Côte d'Ivoire se met en phase avec l'ONU Femmes. Ne laissez personne pour compte. C'est le thème international de la 27e édition de ces 16 jours d'activisme. Autre actualité, 5 villes africaines dont Yamoussoukro, Bamako, Yaoundé, Kampala et Lusaka vont bientôt bénéficier d'un projet de développement. L'Association africaine de l'eau va en effet les accompagner dans l'élaboration des plans stratégiques d'assainissement urbain. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 2,5 milliards de personnes à travers le monde vivent encore sans installation sanitaire améliorée. Toujours selon ce rapport commun de l'OMS et de l'UNICEF, 2200 enfants sont décédés en 2016 pour cause de maladies diarrhéiques. Pour trouver une solution définitive à cette question de l'accès à des systèmes d'assainissement adéquats, l'AAE, Association africaine de l'eau, mène des actions sur le terrain. Depuis 2015, l'AAE a mis en place des stratégies de gestion de l'assainissement autonome des boues de vidange dans 5 villes africaines: Yamoussoukro, Kampala, Lusaka, Bamako, Yaoundé. Ces villes retenues vont échanger les expériences en matière d'assainissement autonome. Il faut construire les équipements des fosses septiques de manière adéquate pour ne pas que ces fosses débordent. Il faut pouvoir les vider de manière régulière. Il faut pouvoir protéger les alentours de ces fosses. Donc ça devient tout un système qu'il faut mettre en place. À Yamoussoukro, les experts ont proposé les meilleures pratiques dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Il a été également question de former les opérateurs sur les chaînes des valeurs de l'assainissement autonome. Au cours des 2 jours, les différents acteurs clés identifiés et tous ici présents vont débattre, scruter et améliorer et enfin le valider. Toutes ces stratégies permettront aux villes d'améliorer la situation de l'assainissement autonome et donc des conditions de vie des populations. En image, cette nouvelle consécration pour Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais a remporté hier à Paris, en France, son 5e ballon d'or. Cristiano Ronaldo rejoint ainsi au Panthéon son éternel rival, l'Argentin Lionel Messi. George Weah face à Joseph Boakai pour le second tour de la présidentielle au Libéria. La Cour suprême a autorisé hier la tenue de ce scrutin, rejetant ainsi les recours des candidats arrivés derrière l'ex-star du football. Il est à noter cependant qu'aucune date n'a été fixée. Plus d'1 million d'animaux meurent par an, victimes des déchets plastiques abandonnés dans les océans. Au Kenya, par exemple, les experts environnementaux essaient de sauver les tortues. Plusieurs dizaines d'entre elles réclament une prise en charge urgente parce qu'elles avalent les matières plastiques. Kai est une tortue de mer. Trouvée par un pêcheur près des côtes kenyanes, elle flottait à la surface, le signe d'un mal-être pour ces reptiles. Elle est aujourd'hui soignée dans la clinique pour tortues de Watamu. C'est quand la tortue a commencé à déféquer que nous avons réalisé qu'elle avait ingéré du plastique. Ce qui se passe habituellement, c'est que si la tortue mange quelque chose d'artificiel qui ne peut pas être digéré, le système de digestion se bloque, ce qui fait que la nourriture commence à fermenter et à former du gaz. Chaque année, plusieurs dizaines de tortues ont besoin d'une prise en charge urgente suite à l'ingestion de plastique. Tout l'écosystème marin en souffre. Selon le Fonds mondial pour la nature, près de 9 millions de tonnes de plastique finissent dans la mer chaque année. 80% des déchets dans l'océan sont en plastique. Et le plastique pose évidemment des problèmes énormes. Et depuis 1960, on produit 20 fois plus de plastique. À Watamu, les habitants font ce qu'ils peuvent. Chaque semaine, un groupe de personnes se retrouve pour ramasser le plastique sur la plage. Au centre de soins des tortues, des programmes sont mis en place pour sensibiliser la population locale. Le centre travaille avec 30 écoles pour faire fonctionner un programme de scouts marins.
Les enfants peuvent apprendre à connaître ces animaux et aider à sauver certains d'entre eux. Un travail important pour la survie des espaces marins. Nous nous concentrons sur les tortues parce que c'est une espèce menacée, mais aussi parce que c'est une espèce charismatique. C'est plus facile d'attirer l'attention des gens avec une tortue plutôt qu'une raie ou un autre poisson bizarre. Mais elles sont également un bon indicateur pour déterminer la santé de notre écosystème. Après avoir récupéré toutes les informations utiles sur cette tortue, puis lui avoir mis une bague d'identification, les scouts peuvent la relâcher. Plus de peur que de mal pour celle-ci, elle s'était retrouvée coincée dans un filet de pêcheurs, mais elle peut maintenant reprendre le large. Direction à présent Porto Rico, dans les Grandes Antilles. Après l'ouragan Maria qui avait frappé le pays en septembre dernier, place à la reconstruction de l'île entière. Des électriciens travaillent au rétablissement de l'électricité, mais cette tâche est difficile. L'attaque surprise de l'armée japonaise sur la base navale américaine de Pearl Harbor précipite l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Le 8 décembre 1941, le président américain Franklin Roosevelt signe la déclaration de guerre au Japon. Les détails avec Ami Koulibaly. La situation entre le Japon, l'Angleterre et les États-Unis était tendue depuis 1922, lorsque le traité naval de Washington avait été signé pour limiter le tonnage des navires de guerre de chaque nation dans un ratio de 6-10-10. Le Japon essaya d'augmenter son ratio à 7 en 1930, mais obtint gain de cause seulement pour certains types de navires. De plus en plus frustré et pressé par les militaires, le Japon dénonce le traité en décembre 1934. Depuis l'attaque japonaise sur la Chine, les États-Unis aidaient celle-ci en lui vendant des équipements militaires bon marché. Il dénonce le traité commercial nippo-américain afin de pouvoir décréter un embargo sur les exportations au Japon si nécessaire. L'occasion se présente en juin 1941 avec l'occupation de l'Indochine par le Japon, ce qui conduit Roosevelt à couper l'approvisionnement en hydrocarbures du pays. De cette manière, le Japon ne sera plus capable de soutenir son armée et son économie devra céder aux pressions américaines de se retirer complètement de Chine et d'Indochine. Mais le gouvernement japonais est résolu à résister. Il essaie de trouver une solution diplomatique à travers un retrait partiel de Chine, mais les États-Unis sont intransigeants. Quand il devient évident qu'aucun accord ne pourra être trouvé, les Japonais planifient des attaques sur les colonies anglaises et hollandaises gorgées de pétrole d'Asie du Sud-Est, Malaisie, Indonésie, sur les Philippines américaines, tout en préparant une attaque préventive sur la principale base navale américaine du Pacifique, Pearl Harbor. Yesterday, December 7th, 1941. Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera le jour de l'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été soudainement attaqués. Peu importe le temps que cela peut nous prendre pour repousser cette invasion préméditée, le peuple américain, dans son droit avec sa force, ira jusqu'à la victoire absolue. To overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Les Japonais savaient fort bien qu'ils ne pouvaient soutenir un effort de guerre prolongé contre la puissante industrie américaine. Mais ils ne pensaient pas qu'ils seraient si déterminés à se lancer dans une guerre et à mobiliser des dizaines de milliers de soldats et les envoyer si loin. C'est pourquoi, le 8 décembre 1941, ils lancent leur attaque sur Hawaï, entraînant les États-Unis dans la guerre, ce qui conduira à la chute de l'Empire japonais. Voilà, très bonne fin de semaine à tous sur RTI2.